Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'a fait une très forte impression la première fois que je l'ai entendue. On va délaisser un peu l'Europe et s'envoler vers les États-Unis et plus précisément la Floride. C'est une histoire que j'ai entendue dans un podcast. Elle était racontée directement par le témoin. Alors du coup, je l'ai traduite et je l'ai réécrite. Et c'est ce que vous allez entendre maintenant. Alors avant de commencer, je précise que je n'ai rien changé aux événements. Tout ce que vous allez entendre, c'est ce qui a été raconté par le témoin, je n'ai rien altéré. C'est parti pour l'histoire. Bonne écoute. Poursuivi par des monstres. Quand j'avais 19 ans, je suis parti en randonnée dans les Everglades de Floride. J'allais vers le nord depuis l'US 41 jusqu'à Alligator Alley. Je pense que c'était en juin ou juillet. C'était en été. Je suis allé à Bass Pro Shops et j'ai pris tout ce dont j'avais besoin avant de partir. C'était une randonnée de 2 jours en solitaire, car aucun de mes amis ne voulait venir avec moi. Ils ont tous trouvé que c'était un peu fou de faire ça. Au début, c'était juste une randonnée parfaitement normale, sans aucun incident. J'ai installé mon hamac pour la première nuit et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des bruits. C'était le crépuscule et j'ai soudainement entendu un cri. C'était un whoop vraiment très fort. Et puis j'ai commencé à entendre des coups, comme si quelque chose prenait un bâton et frappait les arbres. J'en ai entendu à différents endroits et, peu de temps après, j'ai commencé à entendre des bruits de pas, comme si quelque chose marchait. Je les entendais de 3 directions différentes et ils se rapprochaient. Je pense qu'il y avait 4 de ces choses qui m'entouraient. J'étais allongé dans mon hamac, dans le noir total, et j'écoutais ces choses. J'avais peur, vraiment peur. Plusieurs fois dans la nuit, je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi. J'ai allumé ma lampe, mais je n'ai rien vu. Je les ai entendus toute la nuit. J'étais tellement épuisé par la marche que je n'arrêtais pas de m'endormir et de me réveiller. C'était comme si je m'évanouissais avant de reprendre conscience. Ça n'avait vraiment aucun sens. À un moment donné dans la nuit, j'ai entendu quelque chose frapper mon hamac. Je ne l'ai pas senti, mais je l'ai entendu. C'était un bruit fort. Quand j'ai installé mon campement, j'avais accroché mon sac de nourriture sur l'arbre juste derrière moi. Et quand je me suis réveillé, il était par terre. Donc j'ai pensé que cette chose l'avait fait tomber. Dès qu'il a commencé à faire jour, j'ai remballé mes affaires et j'ai commencé à marcher vers le nord. En quittant mon camp, j'ai vu 2 séries d'empreintes de pas. C'était en Floride, dans les Everglades, un endroit humide et marécageux où il y a beaucoup de boue. Donc les empreintes étaient particulièrement nettes. Il y en avait un grand nombre, et certaines étaient plus petites. Quand je dis petites, je veux dire plus grandes que les miennes, mais comparées aux grandes empreintes, elles étaient petites. Pourtant, ce qui m'a vraiment frappé, c'était la foulée. Quand un humain marche normalement, il y a peut-être 30 centimètres entre l'orteil et le talon de chaque pas. Alors moi, je mesure 1,80 m et j'ai dû étendre mes jambes au maximum pour tenter de reproduire la foulée du plus grand. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de partir. J'ai marché sans aucun incident jusqu'à l'après-midi. Les marais de Floride, c'est un terrain difficile. C'est de l'eau, de la boue, et il fait très chaud. Donc il faut faire beaucoup de pauses pour ne pas s'épuiser et se déshydrater. À un moment, je me suis arrêté pour souffler. Je m'appuyais contre un arbre lorsque j'ai entendu le même cri que la nuit précédente. J'ai tressailli. Mon instinct me disait de partir au plus vite. Quand j'ai senti que j'étais prêt, je me suis levé et j'ai continué vers le nord. Au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait dans les bois. Quelque chose se rapprochait. Je ne voulais pas la surprendre, alors j'ai commencé à faire du bruit, à bouger mon sac pour indiquer ma présence. Le bruit s'est arrêté. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers cette chose. Je voulais savoir ce que c'était. Je les ai entendus, mais je n'ai rien vu du tout. Il fallait que je sache. Alors j'ai marché dans sa direction et j'ai mis le pied dans un tas de merde. Un énorme tas de merde. On aurait dit des déjections humaines. Ça a l'air délirant, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne savais plus du tout quoi penser. J'ai continué à me diriger vers l'endroit où cette chose était sur le point de sortir. Je me suis arrêté et j'ai commencé à scruter les fourrés. Je ne voyais quasiment rien tellement il faisait sombre. Au bout d'un moment, j'ai commencé à distinguer une silhouette. Comme celle d'une personne, mais géante. Prenez une porte et mettez une tête dessus. C'était à peu près ça. J'étais à 6 mètres de cette silhouette géante qui me regardait, immobile. J'ai cru que j'étais en train d'halluciner. Mais non, c'était le monde réel. J'avais dans la main le revolver que mon père m'avait donné avant de partir.
Mais même avec ça, je me sentais vulnérable face à cette chose géante. Il fallait que je parte au plus vite. J'ai tourné les talons et j'ai vite repris le sentier qui serpentait à travers les marais. Je me suis retrouvé dans une zone recouverte d'une végétation très dense. Je me suis arrêté un moment et j'ai retenu mon souffle. J'avais l'impression de voir la même silhouette à une trentaine de mètres. Je me suis dit que mes yeux me jouaient des tours, que j'imaginais des choses, jusqu'à ce que la silhouette s'accroupisse. Et là, je me suis dit, putain, c'était juste devant moi sur le sentier. Quand on fait de la randonnée tout seul, il faut faire très attention. Il n'y a aucun réseau ici, donc si je me faisais mordre par un serpent ou si je me foulais la cheville, j'allais passer une sale journée. Je ne voulais pas quitter le sentier, de peur de me perdre et transformer cette randonnée de 30 km en 50. Les créatures de la nuit précédente étaient derrière moi, donc je ne pouvais pas rebrousser chemin. Mais il y en avait une autre juste devant moi, et j'allais devoir passer à côté. J'ai donc décidé de couper pour récupérer le sentier un peu plus loin et de pouvoir la contourner. J'ai commencé à faire le tour. Et j'ai vu cette chose énorme pivoter autour de l'arbre minuscule dans un mouvement fluide et inhumain. Elle était noire de jais et couverte de poils. Je ne pouvais pas voir son visage car il était derrière l'arbre. J'ai continué à la contourner, mon revolver à la main. Et lorsque j'ai rejoint le sentier, la chose a commencé à me suivre. C'est à ce moment que j'ai vraiment perdu mon sang-froid. Cette expérience est vraiment difficile à décrire. Chaque fois que je me retournais, la chose était toujours là, immobile, mais un peu plus proche à chaque fois. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'était pas comme être poursuivi par un ours ou un puma. C'était complètement différent. Le fait de voir cette chose, d'avoir cette expérience si étrange, m'a fait ressentir une peur inimaginable. Je me sentais vulnérable, impuissant. Pourtant, je suis plutôt grand, sportif et en bonne santé. Je sentais mon adrénaline monter à cause de l'effort. Et chaque fois que je me retournais, la chose était toujours plus près de moi, immobile, comme si c'était trop facile pour elle. J'étais persuadé que cette chose allait me tuer. C'est là que j'ai commencé à avoir des idées noires. Je me suis dit que j'allais me suicider. J'étais prêt à le faire. J'avais le revolver en main, une balle, et tout était fini. Mettez-vous à ma place. Je pensais vraiment être condamné. J'ai finalement réussi à me ressaisir. J'allais me battre jusqu'au bout, même si je n'avais aucune chance. Cette chose était énorme et devait faire près de 400 kilos. Mon petit calibre 38 ne risquait pas de faire beaucoup de dégâts. J'allais attendre, la laisser attaquer et viser la tête. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. J'ai continué à avancer. Au bout d'un moment, je me suis retourné et la chose avait disparu. Elle avait dû me suivre sur 500 mètres environ. Ça m'a donné un peu de répit. Je me sentais presque tiré d'affaire. Je ne devais pas m'arrêter. J'avais vraiment le sentiment que ma vie était en jeu. J'ai continué à suivre le sentier jusqu'à ce que je dépasse un arbre. Je me suis arrêté net. Je me suis retourné, j'ai levé les yeux. J'ai vu une autre créature, assise dans l'arbre. Ça n'avait aucun sens. Je venais juste de passer devant et il n'y avait rien. Et quelques secondes plus tard, il y avait une chose, plus petite, assise dans l'arbre, comme un enfant sur une balançoire. Elle mesurait peut-être 1,50 m. Je me souviens m'être arrêté, fasciné. J'essayais de comprendre, de savoir si mes yeux me jouaient des tours. La créature était là, à une centaine de mètres, en train de me regarder. J'ai complètement paniqué. Ce qui me restait de sang-froid avait disparu. Pourtant, je suis quelqu'un de rationnel. Je ne suis pas peureux. Je ne connais pas beaucoup de gens de 19 ans qui font des randonnées solitaires de 50 km en territoire sauvage. Donc j'ai littéralement pété les plombs. Je me suis dit que j'allais tirer en l'air pour que quelqu'un m'entende. Peut-être que c'était la saison de la chasse. Dans le cas contraire, peut-être que des rangers allaient penser qu'il y avait un braconnier et allaient intervenir, et donc me sauver. Alors j'ai commencé à tirer en l'air. Puis je me suis souvenu que j'avais une radio à haute fréquence. Je l'avais prise au cas où, car je savais qu'il n'y avait aucune réception là où je me rendais. Je me suis mis à fouiller dans mon sac. J'ai sorti ma radio, et je me suis rendu compte que la batterie avait disparu. Je savais précisément dans quelle poche je l'avais mise, et je m'étais assuré de l'avoir chargée. C'était invraisemblable. J'ai retourné mon sac et vidé le contenu sur le sol. Elle était introuvable. J'étais désespéré. Je me suis saisi de l'essentiel. Mon couteau, mon revolver, mon GPS, ma gourde et mes comprimés purificateurs d'eau. J'ai tout mis à ma ceinture et j'ai abandonné le reste pour pouvoir me déplacer plus facilement. Il faisait très chaud et pour une raison qui m'échappe, je me suis dit que j'irais plus vite en short.
Alors j'ai sorti mon couteau et j'ai commencé à découper mon pantalon. Je courais et je tombais régulièrement dans l'eau. Je commençais à avoir très très chaud. Je me suis rendu debout pour faire baisser la température et pour pouvoir continuer à avancer le plus vite possible. Pour couronner le tout, je me suis pissé dessus plusieurs fois sans même m'en rendre compte. Quand je suis sorti des marais, je suis arrivé sur Alligator Alley. Il y avait une petite aire de repos. Alors j'ai marché jusqu'à l'air et j'ai vu deux gars assis derrière leur 4x4. J'ai titubé vers eux et je me suis écroulé au sol. Je me suis mis à pleurer. Je pensais vraiment que j'allais y rester. J'étais torse nu, couvert de boue et d'urine, et en larmes. Ils ont appelé une ambulance. J'étais hystérique. Je racontais que des monstres m'avaient pourchassé. Ils m'ont emmené à l'hôpital de Naples et ont appelé mes parents. J'ai expliqué comment ces monstres m'avaient suivi, mais évidemment personne ne m'a cru. Tout le monde m'a dit que je délirais, que j'avais tout inventé et que je me trompais. Le médecin a pensé que je m'étais cogné la tête et m'a prescrit un scanner, qui bien sûr n'a rien révélé d'anormal. Lorsque j'ai parlé de ce que j'avais vécu, on m'a dit que j'étais déshydraté ou que j'avais mangé des champignons hallucinogènes. J'ai tout entendu. On me les a toutes faites. C'est triste et extrêmement frustrant. Je sais ce que j'ai vu. C'est la vérité. Je me fiche de ce que pensent les autres. Après l'incident, j'ai été incapable de dormir seul pendant très longtemps. J'en fais encore des cauchemars. Je sais que beaucoup de personnes qui ont eu des rencontres avec ce type de créatures font des cauchemars pendant plusieurs mois. Je pense que c'est dû au stress post-traumatique. J'ai le sentiment que ces êtres étaient intelligents, qu'ils étaient même très intelligents. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je pense qu'ils étaient curieux lorsqu'ils sont venus dans la nuit. Je pense que celui qui m'a suivi ne voulait pas de moi ici. À mon avis, c'est parce que je me dirigeais vers le plus petit et que le grand me surveillait. Il voulait s'assurer que je parte. S'il l'avait voulu, il m'aurait fait disparaître. Aujourd'hui, je continue de faire de la randonnée, mais uniquement 2 jours et toujours en groupe. J'ai mis une décennie à pouvoir retourner dans cette zone. J'y suis allé avec mon frère et nous avons même trouvé quelques gigantesques empreintes de pas. Lui non plus ne pouvait pas les expliquer autrement. Sur le coup, ça m'a fait du bien. Je me suis senti moins seul. Ok, alors débrief non scripté. En ce qui concerne le témoin, si jamais vous allez écouter le podcast, enfin, cet épisode il est assez long, il doit durer 1h10 et je crois que l'interview de ce témoin, je crois qu'il s'appelle Joseph, elle doit durer 45 ou 50 minutes. Donc avec l'autre qui pose 2-3 questions, mais bon, c'est principalement Joseph qui raconte son expérience. Alors on sent que Joseph il est assez confus. Mais il tient quand même, enfin son histoire, elle tient quand même la route. Il la raconte de A à Z. Tous les éléments clés que je vous ai relatés, ils sont là. Donc, alors la randonnée, la nuit en hamac, l'histoire de la radio, couteau, tout ça, les créatures. On sent dans l'interview que lorsque Joseph il s'exprime, que c'est quelque chose qui l'a vraiment affecté, hein. On sent parfois il a la voix qui tremble, il hésite beaucoup. Il raconte qu'il s'est pissé dessus. Pour moi, ça ressemble pas à un mensonge, en fait. Puis on sent qu'il a du mal à accepter, en fait, ce qu'il raconte. Il sait ce qu'il a vu, mais il sait que ce qu'il raconte, ça a l'air invraisemblable. Et ça se sent quand on l'entend parler, ça se sent dans sa diction, dans son intonation, dans le son de sa voix. Puis encore une fois, bon, alors on a son prénom, mais sinon, bon, bah, de toute façon, c'est un podcast, hein, donc lui, sa tête, on ne la voit pas. Il essaie pas de nous vendre des livres, il a rien à gagner à raconter son histoire, hein, si ce n'est vraiment de la partager pour se sentir mieux et puis pour se sentir compris par d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses, soit qui vont le croire en fait, qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour lui accorder du crédit. Un autre truc qui est intéressant, c'est quand il parle justement de sa relation par rapport au sujet, par rapport à la thématique du Bigfoot et du Sasquatch. Bah, justement, il explique qu'en fait, bon, c'est un thème qui l'a vaguement intéressé, qu'il suivait ça un peu de loin, que de temps en temps, voilà, il faisait des recherches sur Google pour voir, bon, alors où est-ce que ça en est cette histoire, et cetera. Donc c'était pas un féru de Bigfoot à la base. Allez, un petit peu de contexte géographique maintenant. Alors on sait que l'histoire, elle se passe en Floride.
Et pour replanter le contexte, bon, bah, de toute façon, la Floride, tout le monde connaît Miami, hein, c'est un peu le cliché. Ce qui est intéressant, concernant la Floride, c'est que justement, en fait, bah, les côtes sont hyper construites, sont hyper peuplées. Mais par contre, au milieu de l'État, c'est là les densités de population, elles sont extrêmement faibles, hein. Il y a quasiment rien, il y a des énormes parcs naturels, c'est recouvert de marais, même au nord, il y a des forêts assez épaisses, hein. C'est quelque chose qu'on soupçonne pas forcément, hein, quand on pense à la Floride. Ce qu'on voit, c'est vrai, bon, les plages, les palmiers, tout ça. Mais en fait, ça représente, une toute petite partie de ce qu'il y a en Floride, hein. C'est surtout les côtes. Un autre truc qui est frappant, c'est que oui, alors il y a des énormes centres urbains, comme encore une fois, je pense à Miami. Sauf que bah, vous sortez de Miami, vous faites un petit peu de route, hein, vous pouvez rouler une petite demi-heure, 45 minutes, et là, vous êtes perdu au milieu de nulle part, hein. C'est-à-dire que vous sortez de la voiture, vous descendez de la route, et puis vous mettez un pied dans un marais, hein. Il y a des alligators qui traversent, vous pouvez apercevoir des ours. Bon, c'est n'importe quoi, hein. Nous, on se rend pas compte en France, hein. Alors maintenant, pour le contexte précis de l'histoire, alors de ce que j'ai compris, ça se passe dans les Everglades. Alors les Everglades, c'est un parc national, donc c'est une nature qui est complètement préservée, et surtout, c'est une superficie de 6 000 km². Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu plus petit que le Finistère. Donc, pour résumer, on a une zone sauvage, complètement préservée, avec une biodiversité extrêmement riche, qui fait la taille d'un petit département français. Alors maintenant, pour revenir à la cryptozoologie, la Floride, c'est un des États avec le plus de rapports de rencontres avec Bigfoot. Alors, les États dans lesquels il y a le plus d'observations de Bigfoot, c'est en premier l'État de Washington, en deuxième la Californie et en troisième la Floride. Alors c'est vrai que quand on pense à Bigfoot, on ne pense pas forcément à la Floride. Donc le Bigfoot local en Floride, il s'appelle le skunk ape, donc littéralement le singe putois. Et il tient son nom du fait que, bah, ils sont hyper mauvais et que ça rappelle une moufette ou un putois. Je vais vous mettre quelques photos auxquelles on peut accorder le bénéfice du doute. Il y a surtout 3 photographies de skunk ape qui sont très connues, dont une qui a été prise par une caméra thermique. Alors je vais essayer de vous la mettre, si je trouve une qualité qui est pas trop pourrie. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Passons maintenant au comportement des créatures rencontrées par notre témoin, Joseph. Alors ces créatures, elles remplissent le cahier des charges du Bigfoot, hein. Donc en premier, on a les cris, alors les fameux whoop. Encore une fois, là, je vais vous mettre un son en référence, les fameux Sierra Sounds enregistrés par Ron Moorhead et Al Berry. Donc la première nuit, le témoin entend des cris. Il a l'impression qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il entend marcher. Donc il entend que ça se rapproche, il y a des bruits de pas, bon, il n'est pas rassuré. Il allume sa lampe, il voit rien. Le mec est épuisé par sa randonnée là, qui devait être quand même hyper intense sur un terrain difficile. Donc, bah, de toute façon, c'est comme quand on est complètement épuisé. Enfin, c'est même plus un sommeil, hein, si, bah, c'est ce qu'on appelle un sommeil de plomb, hein. C'est comme si on s'évanouit en fait. Puis on est dans un état qui est complètement léthargique. Donc voilà, on peut tout à fait concevoir que ces créatures soient venues l'observer alors qu'il dormait. Ensuite, il y a l'histoire du sac. Donc, le gars fait du camping sauvage. Il a pas de tente. Il dort dans un hamac. Pour que les animaux aillent pas fouiller dans son sac, et ben justement, il l'accroche à un arbre. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait commun lorsqu'on fait du camping sauvage, hein. Alors surtout pour pas que les ours viennent vous piquer votre bouffe et votre affaires. Donc le matin, il se réveille, son sac, il est par terre. Bon, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils mentirait là-dessus? Il n'y a pas de raison. Ensuite, il regarde autour de lui, il voit quelques traces. Il remarque qu'elles sont grandes. Bon, il trouve ça bizarre. Il est déjà un peu décontenancé. Et ensuite, eh ben, en fait, ce qu'il voit, c'est des silhouettes, et puis il y en a une qui le suit. Alors, on est d'accord, hein, son histoire, elle est absolument terrifiante, hein. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que bah, il y a aucune violence, en fait.
Il y a aucune violence et puis même il y a aucune menace. Aucune menace hormis celle que le témoin ressent. Le seul truc un petit peu hostile, c'est quand justement la créature le suit. Mais même quand elle le suit, bah, elle se jette pas sur lui. C'est juste qu'il se retourne et là la créature, elle est un petit peu plus proche, mais elle est immobile et elle le regarde, sans rien faire. On a vraiment l'impression que celle qui l'a suivi, en fait, elle essayait de le faire partir, de l'éloigner au maximum, de son territoire et potentiellement de son petit. On avait déjà parlé des infrasons dans une vidéo précédente et alors effectivement, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer, l'état de terreur, dans lequel, s'est trouvé notre témoin. Parce que, si ces créatures utilisent les infrasons, alors pour chasser et repousser les humains, on peut tout à fait imaginer que, à partir du moment où il s'est fait repérer, il a été bombardé d'infrasons par, un skunk ape adulte et que c'est ce qui l'a fait, en fait, perdre absolument tous ses moyens, tout son sang-froid et péter les plombs. Hein, parce que, il arrive quand même, dans un état lamentable, hein, une fois qu'il sort des marais. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion, sur les infrasons, parce que c'est vrai que c'est pas du tout abordé, dans le podcast, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant, de le mentionner. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, de, mettre un petit pouce bleu et de partager vos réactions en commentaire, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce que ça vous semble crédible? Est-ce que vous avez d'autres histoires, hein, d'ailleurs à partager? Est-ce que vous avez des histoires que vous aimeriez entendre? Bah, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.